Maintenant, on va écouter Jean-Marie Housseau qui représente la société Abyss, et je dois dire les remercier à la fois d'être présents et aussi d'avoir soutenu financièrement l'organisation de cette séance et d'une manière générale l'Académie nationale de chirurgie, car on discutera avec le patron, avec Arnaud Destainville, d'une collaboration future et plus continue. Voilà, à vous la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Déjà, merci de m'accueillir ici, dans un lieu chargé d'histoire. Et c'est une super occasion de parler à la fois du passé, surtout du présent et du futur, lié à la 3D et au métaverse. Donc moi, je suis Jean-Marie Housseau, je fais partie d'Abyss Medical. Je dirige le programme R&D logiciel, donc je suis ingénieur en informatique. Donc un profil un petit peu différent des autres interlocuteurs. Abyss, on est une start-up basée à La Rochelle, au bord de la mer, qui a été fondée il y a 3 ans et demi pour développer des solutions de chirurgie 4.0. Donc le but, c'est de mettre dans les mains directement du personnel médical et surtout des chirurgiens des outils, des technologies qui viennent de l'industrie 4.0. Il y en a certains dont on a parlé, que ce soit de l'impression 3D et de la réalité mixte ou de la réalité virtuelle. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Le point de départ de notre approche du sujet, c'est sur le traitement des fractures osseuses, donc sur de la chirurgie orthopédique. Aujourd'hui, les fractures des différents membres ont à peu près, suivant le type de fracture, une chance sur 10 de ne pas guérir. Ça, évidemment, ça a des impacts assez importants, à la fois pour le patient, en termes de douleur, de séquelles qu'il peut avoir. Un impact assez nombreux, comme si on parle de 10% des fractures, ça représente 80 000 fractures en France et 260 000 patients aux États-Unis. Et puis, ça a un impact sur le système de santé, en termes de coûts, de prise en charge, de nouvelles opérations qui peuvent être nécessaires. Le but, du coup, de ce qu'on fait, c'est avec ces outils, en améliorant le processus, en donnant des nouveaux outils pour le chirurgien, de réduire de manière significative le nombre de patients qui guérissent mal et d'être moins dépendant finalement de l'expertise du chirurgien. Aujourd'hui, un chirurgien expert sur un type d'opération, il va avoir des résultats bien meilleurs que ça. Mais un chirurgien qui est plus jeune, plus débutant, forcément va avoir une courbe d'apprentissage. C'est aussi ce dont a parlé Marco. Et le but, c'est de réduire cette courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, un autre constat, c'est que le flux de travail chirurgical, il est fragmenté. Finalement, il a assez peu évolué depuis ces 30 dernières années. Les protocoles standardisés sont assez anciens. La partie planification qui a un poids qui représente à peu près 75% du succès du traitement, est souvent faite assez rapidement, peu ou pas formalisée. Et puis, au bloc opératoire, on a le geste chirurgical. La procédure, elle est souvent imposée par des implants osseux standards qui sont utilisés, donc avec une marge de manœuvre réduite pour le chirurgien. Et puis, le chirurgien, finalement, il est parfois un petit peu seul au bloc opératoire. Il n'a pas ou peu d'assistance, sauf s'il a la chance d'avoir quelqu'un à proximité. Donc nous, on développe un système tout en un qui vise à adresser l'ensemble de ces problématiques. Alors sur ce qu'on a appelé la chirurgie 4.0, parce que dont Marc-Olivier a parlé aussi. L'idée, c'est d'avoir une plateforme tout en un qui va permettre au chirurgien à la fois de faire de la planification chirurgicale avec une plateforme à laquelle il pourra accéder de n'importe où, dont il pourra du coup produire et accéder à l'information où qu'il soit. Ça comprend aussi de l'impression 3D de dispositifs sur mesure, faits spécifiquement pour l'opération et pour le patient. Et puis enfin, un guidage chirurgical en réalité mixte, avec des lunettes de réalité mixte et également les HoloLens 2 que vous avez vu tout à l'heure. Ce dont je vous parle, c'est en bonne partie déjà utilisé pour le vétérinaire. Donc aujourd'hui, on parle de l'homme. Nous, on a une approche de commencer pour le vétérinaire. Pourquoi ? Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite au bloc opératoire avec des patients qui sont à 4 pattes, mais qui restent des patients. Et ça permet de valider à la fois des technologies
valider des processus, avoir des retours utilisateurs beaucoup plus vite et ensuite de transposer ça, évidemment avec beaucoup d'adaptation pour l'homme et avec tout le processus de certification qui va avec pour avoir un dispositif médical. Donc là, je vais vous présenter ce qui est fait en 2021 pour le vétérinaire. Donc là, ce que vous voyez, c'est la première utilisation de notre solution 3 en 1 pour le vétérinaire. Donc on est sur un cas clinique qui va vous changer de vos cas habituels, vu qu'on est sur Belle, qui a un labrador noir, qui a une déformation de la partie distale du fémur. Des déformations qui sont similaires finalement au fémur humain. L'opération est faite en plusieurs étapes. Donc on a une phase de planification chirurgicale, donc avec une plateforme web sur laquelle le chirurgien va uploader un DICOM, donc le scan 3D du membre à opérer. Je vais mettre en pause. Hop. Et puis à partir de ça, le système va calculer les paramètres de la déformation. Les 2 axes que vous voyez là, sur un fémur sain, ils doivent être alignés. Donc le paramètre va calculer les paramètres, le système va calculer la déformation et puis calculer l'opération à réaliser, évidemment à valider par le chirurgien, pour corriger cette déformation. Ensuite, c'est ce que vous voyez là, le système simule, pardon. On va y revenir. Voilà, donc ensuite, le système va simuler le résultat que vous avez là, qui est l'os corrigé que veut avoir le chirurgien. À partir du moment où on a l'os corrigé, on a une inversion du paradigme où le chirurgien part de cet os corrigé qu'on a là pour ensuite positionner, donc on va avoir un dispositif vis et plaque en termes d'implant. Il va positionner les vis là où il veut, avec la vérification de certaines contraintes anatomiques et mécaniques. Et ensuite, c'est à partir de cette position de vis qu'on va générer la plaque sur mesure. Donc on inverse complètement la logique où ce n'est plus l'implant qui détermine comment est l'os corrigé. On a l'os corrigé, le chirurgien sait ce qu'il veut obtenir en résultat. À partir de là, il positionne les vis et ça génère l'implant et les guides qui vont lui permettre d'avoir ce résultat-là. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est l'implant, donc la plaque sur mesure qui est générée, et puis un guide de réduction qui va apporter de la compression. Je reviens aussi à un petit tableau récapitulatif de tout ce dont il aura besoin au bloc en termes de vis, de broches, etc. Donc là, ce que vous voyez, c'est la plaque sur mesure qui a été générée. Ensuite, cette plaque et ses guides, ils vont être imprimés en 3D et envoyés directement à la clinique, au chirurgien pour qu'il opère. Donc là, on a le guide de coupe aussi qui va pouvoir guider sa lame. Et ensuite, au bloc, avec des lunettes de réalité mixte, le chirurgien va être guidé pas à pas sur les opérations à réaliser. Donc sur le bon positionnement du guide de coupe. Donc là, on les voit en train d'utiliser les lunettes. Voilà. Donc là, on voit en superposition par rapport au fémur de l'animal, le positionnement du guide de coupe réel qui a été imprimé et de son hologramme qui va permettre de s'assurer de son bon positionnement. Ensuite, l'ostéotomie est faite. Et ensuite, le chirurgien va aussi la guider pour positionner les vis exactement là où ça a été planifié et fixer la plaque sur mesure sur l'animal. Différence avec l'homme, le chien, le soir, il saute sur le canapé, il rentre chez lui, il ne va pas rester alité avec un plâtre pendant plusieurs semaines. Donc là, ce que vous avez vu, c'est aujourd'hui distribué pour le vétérinaire. On travaille sur une solution pour l'homme qui sera disponible fin 2022. Maintenant, partant de ces premières solutions pour le vétérinaire, il y a déjà plusieurs bénéfices qu'on a pu constater. Déjà, une amélioration de la décision clinique. Beaucoup de vétérinaires viennent nous voir, ils ont fait une radio au préalable, ils ont fait des calculs des paramètres de l'ostéotomie et de la déformation sur cette radio. On se rend compte qu'en utilisant la 3D, en utilisant des algorithmes qui vont faire les calculs, on va être beaucoup plus précis et potentiellement changer le type d'opération que veut faire le chirurgien grâce à ces calculs-là. Donc ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la pathologie, un diagnostic approfondi parce qu'on a la 3D, c'est une déformation en 3D qui n'est plus traitée en 2D avec une radio, et puis le contrôle total du traitement en se focalisant sur qu'est-ce qu'on veut comme cible et en déduisant la suite. Au niveau du geste clinique,
meilleure précision grâce aux implants, diminution de la charge mentale, ça fait écho aussi à ce qu'a présenté Marc-Olivier. Alors, la première utilisation, il y a forcément une courbe d'apprentissage, c'est un nouveau système, mais ensuite, il gagne en sérénité comme il n'a plus qu'à suivre les hologrammes et suivre les guides. Il n'a pas à faire ses calculs en direct, ses prises de mesure sur l'os. Et au final, il y a du temps de planification qui est fait, mais on aboutit sur une procédure qui va être plus courte et surtout avec un temps qui va être fiabilisé. C'est-à-dire que toutes les opérations de ce type-là vont durer la même durée, comme on limite grandement le nombre de surprises qu'il peut y avoir au moment de l'opération. Si maintenant on se projette sur le futur, alors là on est sur un horizon principalement 2022-2025, donc sur les 3 prochaines années. Il y a un certain nombre d'enjeux qui vont être à surmonter pour mettre le métaverse et toutes ces technologies-là à disposition pour les chirurgiens humains. Un premier sujet, c'est la partie intégration et sécurité des données. Sujet évidemment d'actualité. Il y a plusieurs technologies qui sont déployées. De l'authentification biométrique, les lunettes de réalité mixte qu'on utilise intègrent une authentification rétinienne pour garantir l'identité de l'utilisateur. Donc c'est des choses qui vont évidemment grandement contribuer à limiter le risque de piratage. Aussi, pour le confort d'utilisation, il y a besoin de fédération des identités, éviter d'avoir un login différent pour chaque solution qui est utilisée. Une centralisation des données avec un stockage sécurisé et qui soit accessible de n'importe où. Donc il y a plusieurs initiatives qui sont en cours sur le sujet. Ça sera des éléments qui vont être nécessaires pour avoir une bonne adoption de ce type de technologie. Le but, c'est d'avoir l'information accessible à la fois pour la consulter et pour la produire, de n'importe où, partout, tout le temps et de manière sécurisée. Un autre enjeu qu'on a, c'est la collaboration. Aujourd'hui, les chirurgiens sont parfois seuls quand ils sont sur une opération complexe. Le but, c'est de faciliter le fait d'échanger avec d'autres experts. Alors, s'ils sont dans le même hôpital, c'est simple. Aujourd'hui, s'ils sont loin, voire du monde, sur de la médecine militaire, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là aussi, on va pouvoir apporter des choses pour faciliter cette collaboration. Un premier élément, je pense que Sylvain en reparlera, c'est la planification 3D en temps réel avec plusieurs experts. C'est permettre à plusieurs experts de travailler en temps réel sur la même planification, sur le même cas, et qu'ils voient en direct ce que fait l'autre, ce que propose l'autre. Exactement le même type d'échange qu'on a quand on est en salle de staff, mais même s'il est à l'autre bout du monde. Et puis, au bloc opératoire, de pouvoir avoir une assistance par un expert en réalité mixte, où finalement, avec la technologie des lunettes, il va voir ce que voit la personne qui est en train d'opérer et il va pouvoir lui indiquer, le conseiller, l'aider, comme s'il était avec lui au bloc opératoire. Tout ça, c'est des enjeux qui sont critiques pour avoir accès à des chirurgies spécialisées, même si le chirurgien qui opère n'a pas forcément le niveau d'expertise sur ce type de chirurgie. Avoir une rupture finalement de la dépendance du chirurgien au personnel du bloc opératoire, aux personnes qui sont autour de lui, et puis à terme aussi une diminution du risque médico-légal avec la sécurisation de la planification. Un autre enjeu, c'est la généralisation du sur-mesure. Vous avez vu pour le vétérinaire ce qui est possible. Aujourd'hui, il y a un délai de fabrication, il y a une complexité à faire du sur-mesure. Le but, c'est de réduire cette complexité à quelque chose qui va être négligeable par rapport à faire du standard. Pour ça, il y a plusieurs axes. La fabrication additive à proximité, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées pour avoir des imprimantes finalement à l'hôpital ou à côté qui permettent de fabriquer directement un guide, un implant qui va être disponible dans quelques heures après pour le chirurgien. Il y a aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la planification, toujours sur le contrôle du chirurgien. Pardon. Une planification, aujourd'hui, ça met entre un quart d'heure, une grosse demi-heure à faire. C'est un temps, forcément les chirurgiens ont un temps qui est limité. Le but, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, elle lui propose des planifications et qu'ensuite il les valide, il les ajuste par rapport à son besoin, mais que ça lui fasse gagner beaucoup de temps. Et donc, quand on arrive à un sur-mesure qui n'a pas de surcharge importante en termes de coûts et de délai, ça permet de réduire
considérablement le stock, comme on va fabriquer sur mesure à la demande ce dont on a besoin, et de gagner du temps au bloc opératoire avec l'utilisation systématisée ou généralisée de guides et du guidage chirurgical holographique. Et enfin, l'évolution des lunettes de réalité mixte. S'il y a 20 ans, je vous avais vendu une solution super intéressante, mais qui nécessite d'avoir tout le temps avec vous dans votre poche un ordinateur portable qui fait plusieurs kilos avec un clavier, avec un écran, vous m'auriez dit c'est super intéressant, mais jamais je vais me trimballer toute la journée avec ça. Aujourd'hui, vous avez tous un smartphone qui remplit exactement ça. Aujourd'hui, si je vous propose de passer toute votre journée avec le HoloLens sur la tête, c'est faisable, pèse à peu près 600 et quelques grammes. Après quelques heures, vous allez avoir un inconfort. Même chose, alors c'est pas mal les GAFAM, il y a aussi quelques startups françaises qui travaillent sur des lunettes de réalité mixte. On va gagner en confort, en autonomie, en batterie, en légèreté, pour avoir des types de lunettes qui à terme vont pouvoir être portées toute la journée avec quelque chose qui est proche des lunettes que certains ont sur les yeux. Un autre enjeu pour ces lunettes de réalité mixte, ça va être la conformité aux exigences réglementaires pour pouvoir avoir une utilisation au bloc opératoire qui ne soit pas que sur du prototype ou pour valider des technologies, mais qui soit généralisée. Voilà ce que je montais sur le sujet. Merci. Merci beaucoup. Ce qu'il y avait de remarquable, je crois, dans cette présentation, c'est le côté pratique qu'on peut envisager. On a l'impression qu'on va pouvoir faire ça très rapidement, et la section consacrée aux vétérinaires finalement nous ouvre vraiment un grand champ. Moi je voudrais demander à Eric, parce que l'orthopédie c'est très bien et nous sommes des vasculaires, si cette approche te tente au niveau je parle pas de notre chirurgie à nous, de la dysfonction érectile, mais plutôt de la chirurgie aortique ou de ce que Stéphane Hollon nous a évoqué l'autre jour. Est-ce que dans ce domaine-là, on peut aller assez rapidement vers ces fabrications rapides, puisqu'il y a des délais assez longs, d'après ce que je sais, pour avoir des modèles adaptés à chaque patient? Oui, il faut 6 semaines actuellement entre la planification et la livraison d'une endoprothèse fenestrée, par exemple. Donc les solutions qui ont été présentées par Stéphane Hollon raccourcissent ce délai à 2 semaines, dit-il. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, il y a la possibilité de répéter l'intervention avant dans un modèle tridimensionnel, de choisir les cathéters, les guides, les moments où on va choisir d'anticiper une étape par rapport à l'autre. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un point que je trouve extrêmement intéressant, Ronald, je ne sais pas si tu l'as noté, c'est la notion de baisse de la charge psychologique du chirurgien en péropératoire. Alors c'est très très intéressant. Moi j'ai eu la chance et encore la chance de passer du bistouri au cathéter, et je dois dire que toutes les interventions au cathéter, y compris aortique complexe, sont beaucoup moins lourdes psychologiquement et en termes de, j'ose pas dire de concentration parce que ça laisserait accréditer l'idée qu'on n'est pas concentré quand on fait de l'endovasculaire, ce qui est faux, mais je ne sais pas pourquoi le poids psychologique n'est absolument pas le même. Alors, quels sont vos commentaires, vous qui n'êtes pas chirurgien, et peut-être notre collègue orthopédiste tout à l'heure? Alors, effectivement, les chirurgiens vétérinaires qui utilisent la solution, c'est un retour qu'ils nous font. On a même eu, alors on hésite à le mettre en citation, mais c'est la chirurgie pour les nuls. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont guidés, il y a l'hologramme, il y a le guide sur mesure qui va épouser parfaitement la forme de l'os. Donc finalement, ça sert de détrompeur pour être sûr qu'il est bien fixé. Et une fois que les guides sont bien fixés, il suffit de suivre finalement les fentes
percer les trous et mettre les vis et la plaque. Alors, je vais peut-être être un peu provocateur. Est-ce que vous pensez que c'est finalement un guide pour les nuls, donc pour peut-être essentiellement les apprentis ou ceux qui débutent dans une technique? Est-ce que les chirurgiens experts pourraient finalement aller aussi vite parce qu'ils ont une expertise telle que ils ont d'avance finalement un certain nombre d'erreurs, ils les anticipent et ils savent parfaitement se débrouiller dans la 2D que représente l'imagerie actuelle, par exemple. Alors, sur des cas de complexité moyenne, on va dire, oui, un chirurgien expert va réussir à avoir les mêmes résultats que ce qu'on peut avoir là. Après, si on voit l'évolution du nombre de cas de chirurgie orthopédique avec le vieillissement de la population, une population de plus en plus active, le nombre de chirurgiens ne va pas suivre sur les prochaines années. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes chirurgiens qui vont être amenés à opérer. Et ils n'auront pas immédiatement ce niveau d'expertise-là. Donc c'est important de leur apporter des outils pour que finalement un jeune chirurgien arrive à avoir le même résultat qu'un expert. Parfait. Hubert Joannet. Vous posez des questions génériques, parce que tout ça c'est nouveau, on a un peu de mal à suivre. Est-ce que ce logiciel est un dispositif médical? Première question. Deuxième question, donc là, c'est un programme qui est conçu pour une opération, je dirais, standard. Qu'est-ce qu'il en est des coûts, parce qu'il y a du travail en amont pour d'autres opérations. Troisième question, excusez-moi, j'ai beaucoup de questions, ce sera intéressant. Là, on est en orthopédie. Est-ce qu'en viscéral, il existe des programmes, par exemple, ou en chirurgie gynéco ou urologique? Et dernière question, est-ce qu'il y a eu déjà des situations de co-responsabilité? Vous avez retenu toutes mes questions? Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Alors, sur le sujet du dispositif médical, donc ce que vous avez vu à usage vétérinaire n'est pas un dispositif médical parce que ce type de certification n'existe pas pour le vétérinaire. On a parlé d'une première version pour l'homme fin 2022, ce sera un dispositif médical. Donc, on est en train de faire les démarches justement de certification pour avoir une première version qui sera un DM. La deuxième question, j'ai déjà oublié. Le coût. Alors pour le vétérinaire, je me prononce pas pour l'humain. L'idée c'est d'avoir un coût qui se rapproche du standard, donc un coût qui est répercuté sur le coût de l'implant, de la plaque et des vis, avec une cible. Je dis peut-être une bêtise, j'espère pas, mais qui est à peu près de 20% au-dessus du coût standard, donc quelque chose. Donc un coût par intervention. Ah, exactement, un coût par intervention. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit, c'est l'impression 3D qu'on a vu utiliser ce système pour générer des outils d'ostéosynthèse sur des anatomies complexes, en particulier sur les fractures maxillaires, des zones où l'os a une géométrie particulièrement complexe. Et là, le fait qu'au lieu d'avoir une plaque standard préparée par les industriels, il y a une plaque qui est mise à disposition exactement conforme à l'anatomie avec toutes ces variations. Donc, est-ce que c'est un peu dans ce sens que vous pouvez travailler peut-être avec la même chose sur l'impression 3D, ce qu'on a vu avec Stéphane Rollon sur les prothèses artérielles compliquées? Ah oui, effectivement, on travaille sur de l'impression 3D du titane pour la plaque, avec un coût de fabrication qui est aujourd'hui à peu près de 4 semaines pour la plaque et qu'on vise à réduire à 1 semaine en cible. Les orthopédistes peuvent peut-être mieux répondre. Marc-Olivier Gossy, sur l'impression 3D des systèmes d'ostéosynthèse. Alors sur l'impression 3D, aujourd'hui, c'est essentiellement sur des guides patients spécifiques qu'on travaille. Ça revient un petit peu à ce dont on parlait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on peut se prévaloir d'avoir un niveau de chirurgie qui est particulièrement bon, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les guides sur mesure. On s'est rendu compte que ceux qui profitent beaucoup de ces technologies-là sont les pays émergents, et en particulier en Inde ou au Brésil, où finalement, dans les chirurgies, notamment du rachis, eux, ils en sont à diminuer drastiquement le taux de paralysie post-opératoire quand ils utilisent des guides sur mesure. C'est en France pas le cas. Mais pour vous dire que ces objets-là, ces technologies vont largement participer à la diffusion des performances chirurgicales qu'aujourd'hui un chirurgien expert en France arrive à mener à un haut niveau. Il y a aussi le même problème pour les armées. Aujourd'hui,
dans les OPEX, c'est important de pouvoir les mener. Au niveau des coûts, les coûts aujourd'hui sont finalement pas du tout. Il y a très peu de remboursements. Il y en a pour la chirurgie cancérologique en orthopédie. Ce sont les seuls guides qui sont aujourd'hui remboursés. Et je pense qu'avec notamment tout le travail du Haut Conseil de la nomenclature qui va avoir lieu, il va falloir intégrer, mais avec pertinence, avec une pertinence clinique. Et c'est pour ça qu'à Chaos, en chirurgie assistée par ordinateur, à la Softcote, on a développé un label qui permet d'évaluer les performances et la pertinence clinique de ces objets-là pour pouvoir avoir une lisibilité de toutes ces solutions qui arrivent. Pour en revenir à la plaque sur titane, aujourd'hui, c'est une impression en impression 3D. C'est le seul matériau qu'on arrive à imprimer qui puisse avoir une utilisation orthopédique. Pour autant, il y a certaines fractures qui pourraient nécessiter encore aujourd'hui d'utiliser de l'inox qui ne s'imprime pas. Mais il y a des études biomécaniques qui vont être menées aussi avec Abyss, qui vont permettre d'analyser en temps réel la résistance biomécanique des plaques qui vont être imprimées. François Richard veut poser une question. Oui, deux points. C'était une question à propos des vétérinaires. Est-ce que vous avez pu faire des quantifications, soit en durée d'intervention, soit en taux de complication, etc., de l'avantage par rapport à la technique classique des techniques que vous avez présentées? Et puis ensuite, je ferai un petit commentaire à propos de ce que Marc-Olivier vient de dire. Alors, au niveau vétérinaire, tout ce qui est études cliniques, c'est des choses qu'ils ont peu l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, on a les témoignages, les retours des chirurgiens vétérinaires qui ont travaillé avec nous. Il n'y a pas encore d'étude qui a été faite justement sur le gain, que ce soit en temps ou en taux de guérison chez l'animal. Quelque chose qui va se faire progressivement. Comme j'ai dit, on est distribué là depuis ce mois-ci dans pas mal de cliniques vétérinaires. Donc du coup, ça permettra de multiplier le nombre de cas et de faire cette étude. Alors, les deux remarques, l'une c'était que c'est vrai que l'orthopédie est assez particulière parce qu'il y a toute la partie purement mécanique où on voit évidemment le progrès que ça peut entraîner de façon évidente. Mais même pour la chirurgie dite molle, la partie mécanique en effet disparaît, mais par contre la possibilité de s'entraîner avant, alors c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile à évaluer, encore que Marc-Olivier a montré comment on pouvait faire des techniques d'évaluation, mais déjà le fait d'avoir la possibilité de s'entraîner sur les gestes qu'on va faire, c'est un progrès majeur. Et puis le dernier point, la dernière réflexion, c'est en effet ce que Marc-Olivier vient d'évoquer à propos des nomenclatures et des dispositifs. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le démarrage des réflexions qu'on a sur la nomenclature nouvelle, c'est qu'il va falloir distinguer ce qui est le geste de ce qui est les aides au geste. Et c'est un sujet assez complexe parce que suivant qu'on utilise ou pas des aides au geste, suivant qu'on utilise tel ou tel guidage, les interventions peuvent être totalement transformées. Et donc ça, non seulement ceux qui, comme moi, vont s'en occuper, s'en occupent déjà, mais l'ensemble des professionnels doivent être impliqués là-dedans parce que c'est une transformation qui, dans les 3-4 années qui vont venir, va être considérable par rapport à ce qu'on faisait avant, qui pendant, en gros, même avec des progrès, des dizaines d'années, n'avait pas bougé énormément. Je passe la parole au suivant. Réponse. On va. De la co-responsabilité. Oui, par Hubert, la co-responsabilité. Alors, heureusement, je touche le pupitre en bois. On n'a pas eu de cas. Enfin, pour l'instant, toutes les opérations se sont très bien passées. La question ne portait pas sur votre logiciel propre, elle portait sur est-ce qu'il y a dans le monde des problèmes qui ont pu se poser entre la co-responsabilité entre un logiciel et un médecin. J'ai pas la réponse. Je sais pas si Marc-Olivier, Alors, il y a les commissions européennes qui ont sorti des rapports, notamment sur l'importance de l'opérateur frontal. Ils ont appelé ça comme ça. Un opérateur frontal qui reste le médecin et donc qui doit être pleinement responsable du geste qui est fait et du résultat qui est accompli. Il y a quelques réflexions au niveau français, mais qui peuvent aller en contradiction avec ce que vient de dire, avec la Commission européenne. Et c'est vrai que là-dessus, le droit a tout un énorme champ qui s'ouvre devant lui
en termes de réflexion, mais on reste quand même sur cette idée d'opérateur frontal. C'est pour ça que les chirurgiens doivent absolument se former et garder le contrôle et la main sur ces outils technologiques qui nous arrivent. Oui, et tu as parlé de l'intérêt pour les OPEX, pour les opérations militaires sur les zones de conflit, etc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que peut-être cette technologie hyper peut-être pointue, est-ce qu'elle est adaptée à des situations où il y a peut-être pas les matériels, tout ce qu'il faudrait pour l'appliquer. Alors, comme tu le sais, au RICF 2022, au mois de novembre, le 28-29 novembre, avec notre ami Karim Boudjema, on pose le problème de la place des chirurgiens face aux victimes des grandes catastrophes et des situations de guerre. Donc, si tu envisages éventuellement d'apporter ton expertise au mois de novembre, ça nous sera très intéressant. Merci de ta réponse. Très volontiers. En opération extérieure, alors je travaille beaucoup aussi avec un collègue aussi qui est à Sainte-Anne, qui est le référent pour Chaos sur ce sujet-là. Il y a des publications qui ont démontré en fait l'intérêt de cette assistance en télémentoring en fait à distance, et notamment vu la complexité et la multiplicité des urgences qui sont nécessaires. On n'a pas de preuve clinique de l'amélioration du taux de mortalité. Pour autant, le télémentoring, comme je l'avais cité dans ma diapositive, semble diminuer quand même le taux de mortalité dans les soins critiques. C'est une piste largement abordée en orthopédie en tout cas, notamment qui avait été abordée par François Rigal sur le sujet pour l'assistance à distance, et il s'y intéresse de très près. Ouais. Parfait. C'est pertinent parce que il me semblait qu'on était en période de guerre actuellement et que il y a des gens qui participent, et qu'à l'heure où nous vous parlons, le président de l'Ukraine s'adresse à notre Chambre des députés.